Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue chers élèves, et toujours avec le chapitre portant sur la nature de l'information génétique et mécanisme de son expression pour le niveau de deuxième année de baccalauréat, section sciences expérimentales, option sciences physiques. Rappelez-vous chers élèves, on a vu la localisation de l'information génétique au niveau du noyau, son support sont les chromosomes. On a vu que cette information génétique détermine l'ensemble des caractères héréditaires, ces caractères soit visibles, couleur, forme, soit invisibles, détectables par des analyses, d'exemples de groupes sanguins. Et on a vu qu'il y a une relation entre cette information génétique qui est une séquence, une suite de nucléotides qui se répètent au niveau de la molécule d'ADN, formant au niveau du chromosome, et avec les caractères héréditaires. Rappelez-vous, on a vu deux exemples, l'exemple de l'albinisme, une maladie, liée à une dépigmentation au niveau de la peau, et on a vu que le problème réside au niveau de quoi? Au niveau d'un pigment qui n'est pas synthétisé, ou il est synthétisé, mais il est non fonctionnel. Cette molécule, c'est une enzyme, une protéine qui intervient dans les réactions permettant la synthèse de ce pigment. Donc une dépigmentation de la peau liée à l'absence de pigment qui est la mélanine. La mélanine, elle est synthétisée par des réactions, suite à des réactions, faisant intervenir des enzymes. Parmi ces enzymes, une enzyme qui est inactive, d'où il n'y a pas la production de cette enzyme qui est de nature protéique. Donc on a vu qu'il y a une relation gène-protéine, protéine-caractère, et aussi le problème c'est au niveau du gène. On a vu aussi la drépanocytose. Une mutation au niveau de l'ADN, T avec A, a entraîné changement au niveau de la protéine, glu avec valine, glutamique avec l'acide aminé valine, et qui a donné problème au niveau des globules rouges qui sont déformés suite qu'il y a hémoglobine HPS en forme, qui donne des globules rouges en forme de faucille. Et voilà ce qui montre la relation gène-protéine, protéine-caractère. Aujourd'hui, nous allons s'intéresser sur cette relation entre gène, protéine. Comment on passe de gène à une protéine. Un gène qui est un ensemble de nucléotides et une protéine qui est une suite, une séquence d'acides aminés. Donc ce qu'on appelle l'expression de l'information génétique. Donc on va s'intéresser, on se pose la question sur le mécanisme d'expression de l'information génétique. Les gènes se trouvent au niveau du noyau et où se fait la synthèse des protéines. Donc ces étapes, normalement il y a deux étapes. La première étape s'appelle la transcription. Transcription, ça veut dire la formation d'une copie. Copie de quoi? De l'ADN et plus précisément d'une partie qui est le gène. Et puis il y aura traduction en passant des nucléotides vers des protéines lors de deuxième étape qui s'appelle la traduction. On va voir la transcription, mais dans un premier temps, on se pose la question, mise en évidence le lieu de quoi? Le lieu de synthèse des protéines. Pour mettre en évidence le phénomène de traduction, de synthèse de protéines, les chercheurs ont modifié un gène de sorte que lorsque celui-ci s'exprime, certains acides aminés assemblés en protéines réagissent avec une substance qui émet une fluorescence orange. La photographie montre le résultat obtenu. Et regardons bien, chers élèves, la photo. Qu'est-ce que vous observez? Il y a des couleurs qui est orange, rouge, vert. Notez bien où se concentrent les couleurs qui sont très fluorescentes, très attirantes. Bien évidemment, vous allez me dire, c'est aux alentours du noyau, où se trouve, ça veut dire au niveau de cytoplasme. Ça ne signifie pas. Donc, on se demande, à partir de l'analyse, déterminer le lieu de traduction au lieu de synthèse, le lieu de synthèse des protéines. Est-ce qu'au niveau du noyau, donc le noyau, pas de fluorescence, toute la fluorescence, elle est concentrée au niveau de cytoplasme, ça veut dire, on peut dire que c'est au niveau du cytoplasme. La présence de fluorescence orange au niveau du cytoplasme montre que la cellule réalise une importante activité de synthèse protéique au niveau du cytoplasme. Ça veut dire la production, la formation des protéines, l'assemblage des acides aminés s'effectue au niveau du cytoplasme. Et rappelez-vous, on a déjà dit au niveau du noyau, il y a de l'ADN, il y a le gène,
Et donc, on se pose la question suivante. Le gène codant pour la protéine se trouve dans le noyau. La synthèse des protéines se fait dans le cytoplasme. Donc, on pose la question, quel est l'intermédiaire entre l'ADN, qui est une séquence de nucléotides au niveau du noyau, et la chaîne des acides aminés, ça veut dire la protéine, qui est formée au niveau du cytoplasme. Est-ce que vous avez une idée sur cet intermédiaire? On va découvrir ensemble. C'est pour cela que je vous ai préparé ce document qui porte sur une expérience. Donc, on s'interroge sur l'intermédiaire entre l'ADN et la protéine, qui est une molécule appelée ARN messager. Pourquoi on l'appelle messager? ARN, on a déjà vu l'ADN, c'est une nouvelle molécule qui est l'ARN. Des cellules animales sont cultivées sur un milieu contenant de l'uracile radioactive. Voilà, on va lire ensemble l'énoncé de l'expérience radioactive. On a deux expériences, donc la culture de cellule A et culture de cellule B. Cellule A, donc on la met dans une boîte de Petri. Donc on met les cellules avec des éléments radioactifs, avec l'uracile radioactif, pendant 15 minutes. On lave et on passe à l'autoradiographie pour obtenir cliché, une photo autoradiographique du résultat. Deuxième expérience pour les cellules B, on a procédé, on met les cellules dans la boîte, on met dans l'uracile radioactif, lavage, puis dans un milieu sans uracile radioactif. Voilà le résultat. Qu'est-ce que vous observez? Donc, on veut demander, analyser le document et déterminer le lieu de synthèse et son devenir. Ça veut dire, donc, quel est l'intermédiaire? Regardons ici, on a la radioactivité, se trouve à quel niveau? Dans l'autoradiographie A, voyez-vous que la radioactivité se concentre au niveau du noyau. Il y a des taches noires qui sont plus nombreuses au niveau du noyau. Au niveau du cytoplasme, trois taches, alors que dans l'autoradiographie B, qu'est-ce que vous observez? On observe que les taches sont très nombreuses dans le cytoplasme, peu nombreuses dans le noyau, juste périphérique. Ça veut dire les taches noires au niveau du noyau, ça veut dire qu'il y a de l'uracile radioactif au niveau. Donc, il y a des molécules contenant l'uracile qui apparaissent dans le noyau dans un premier temps, et après, elles passent vers le noyau. Rappelez-vous, la technique de la radioactivité nous permet de déceler, de déterminer le devenir des molécules dans la cellule ou dans l'organisme. Ce sont parmi les techniques couramment utilisées en sciences de la vie pour détecter le devenir d'un élément. Donc, je propose que ce qu'on peut dire, des cellules animales sont cultivées sur un milieu contenant de l'uracile radioactive. Culture de cellules A sur un milieu radioactif pendant 15 minutes, on observe que la radioactivité est concentrée dans le noyau. Pour la culture des cellules B, après culture sur un milieu radioactif pendant 15 minutes, puis transfert sur un milieu non radioactif pendant 1h30, on observe que la radioactivité est concentrée dans le cytoplasme. Ça signifie quoi? Cette expérience montre qu'il existe une molécule contenant de l'uracile U, qu'on a déjà signalé radioactive, et qui est synthétisée dans le noyau. Pourquoi on dit qu'elle est contenant de l'uracile? Parce qu'on a utilisé un uracile qui est radioactif, et ce qui a permis que, à partir de l'expérience, qu'elle a intégré cette molécule, puis passe vers le cytoplasme. Cette molécule est un acide ribonucléique, ce qu'ils ont montré les études, qui est une molécule d'ARN. Cette molécule sert d'intermédiaire au cours de l'expression des gènes. Ainsi, ces molécules d'ARN sont qualifiées de messagers parce qu'ils vont transférer un message depuis le noyau vers le cytoplasme. Qu'est-ce que ce message? Ça veut dire c'est une information portant sur le gène. On se demande quelle est la structure et la composition chimique de l'ARN messager. Là, je vous présente un document qui représente, donc à partir de cellules, on va zoomer à l'intérieur du noyau pour voir cette molécule, comment se forme. Donc une molécule d'ARN qui, ça, à partir d'une observation en utilisant le microscope électronique,
transmissible, on a utilisé des fausses couleurs pour obtenir un grossissement élevé 38 000 et des couleurs fausses pour révéler et bien identifier les structures. Voyez-vous la molécule d'ADN et on voit qu'il y a des molécules d'ARN qui sortent, qui sont synthétisées. Voilà l'ARN et voilà l'ADN. Les analyses chimiques ont montré que cet ARN, on vous demande de décrire la structure de l'ARN messager, on va comparer avec l'ADN. Les analyses chimiques ont montré que cette molécule se forme d'une séquence, un seul brin, à l'inverse de l'ADN qui est formé de 2 brins. Notez bien, il est formé d'un ensemble de quoi? De nucléotides. Chaque nucléotide il est formé d'un sucre ribose. Est-ce que désoxyribose? Regardons bien le carbone 1, 2', aussi on a OH, on n'a pas seulement H comme le cas de l'ADN. Il y a un sucre ribose et pas désoxyribose. Une base azotée, soit C, soit G, soit A, soit U. Alors qu'au niveau de l'ADN, on a vu soit C, G, A ou T. Et on a un acide phosphorique. L'ARN, acide ribonucléique, est une molécule monocaténaire formée d'un seul brin. C'est un acide nucléique constitué d'un enchaînement de nucléotides. Chaque nucléotide de l'ARN est constitué de un sucre à 5 atomes de carbone, ribose, numéroté de 1' à 5', et une base azotée A ou C ou G ou U, uracile, au lieu de thymine au niveau de l'ADN, un acide phosphorique. Je vous demande de comparer entre l'ARN et l'ADN. Sans doute, vous allez me dire que l'ARN monocaténaire, un seul brin, on a dit monocaténaire, alors que l'ADN, il est bicaténaire. L'ADN, il est formé de désoxyribose, alors qu'ici, on trouve le ribose. Troisième différence, l'ARN se trouve au niveau du noyau, lieu de synthèse, et au niveau du cytoplasme, pour qu'il se transforme, pour qu'il donne la protéine, alors que l'ADN seulement au niveau de noyau pour les eucaryotes, les cellules à vrai noyau. Aussi, c'est une molécule qui est l'ARN courte, c'est seulement une copie de gène, alors que l'ADN, c'est une molécule qui est longue, une structure qui est longue. C'est parmi les différences entre la molécule d'ARN, l'acide ribonucléique, et l'acide désoxyribonucléique, avec aussi les bases azotées qui diffèrent. Au lieu de T au niveau de l'ADN, on trouve U au niveau de l'ARN. Maintenant, on se demande comment se fait que le mécanisme de la synthèse, de la transcription. On va zoomer au niveau du noyau, notez bien, au niveau du noyau, on zoome pour voir qu'est-ce que vous observez. Il y a l'intervention d'une grosse molécule, c'est une enzyme qui s'appelle l'ARN polymérase. Qu'est-ce qu'il fait cette ARN polymérase? Voyez-vous là, l'ADN, il est en double hélice. Et voyez-vous que se passe-t-il à ce niveau-là? On voit qu'il y a un écartement entre les 2 brins. Ça nous rappelle ce qu'on appelle des yeux de réplication. Rappelez-vous, lorsque vous avez lorsqu'on veut décrire l'évolution de la quantité d'ADN, on veut caractériser une phase qui s'appelle la phase au niveau de S, on voit qu'il y a des yeux de réplication. Donc, on a vu ça lors de la réplication, mais aussi lors de la transcription. Donc, il y a l'écartement entre les 2 brins et il y a l'intervention de l'ARN polymérase. Qu'est-ce qu'il fait cet ARN polymérase? Voilà l'ouverture, la séparation, et il y a l'intégration des nucléotides permettant, selon le principe de la complémentarité entre les bases azotées. Donc, il y aura selon le principe de la complémentarité devant C, G, devant A, U, devant T, A, et ainsi se forme dans le sens de déplacement. Et toujours, le brin qui est formé, notez bien, 5' vers 3', alors que le brin qui sert à la transcription appelé brin transcrit, il est de direction 3' vers 5'. Donc, il y a la synthèse d'une molécule d'ARN complémentaire à celle de l'un des 2 brins d'ADN. La relation entre l'ARN messager et les protéines. Donc, à partir des bactéries, donc on se demande quelle est la relation entre l'ARN messager et les protéines. À partir des bactéries, des Escherichia coli, on prépare un milieu contenant tous les éléments cytoplasmiques
nécessaires à la synthèse des protéines, mais dépourvues d'ADN et d'ARN. Au temps 0 et au temps 30 minutes, on ajoute à ces extraits une même quantité d'ARN messager et d'acides aminés. Et qu'est-ce qu'on mesure? On mesure en fonction du temps la quantité d'ARN dans le milieu et la quantité d'acides aminés incorporés dans les protéines synthétisées. Les résultats sont représentés sous forme d'un graphique. Ils ont utilisé deux couleurs, couleur verte pour la quantité d'ARN messager et l'autre rouge pour exprimer la quantité d'acides aminés incorporés dans des protéines. Notez bien l'unité, ce sont des unités arbitraires. C'est juste pour refléter l'ampleur du phénomène en fonction de temps, après première injection d'ARN messager et d'acides aminés et deuxième injection d'ARN messager et acides aminés. Ce qui est demandé, proposer une explication des résultats obtenus présentés par ce graphique. Toujours en fonction de quoi? Cette explication pour atteindre ou pour aboutir à déterminer la relation entre l'ARN messager et les protéines. Y a-t-il de relation? Sans doute, comme vous voyez. Donc, on va essayer d'analyser. Après la première injection, qu'est-ce qu'on observe? Ce qui est vert, c'est la quantité d'ARN messager. Comment varie la quantité d'ARN messager? On voit clairement qu'elle diminue jusqu'à ce qu'elle s'annule. Parallèlement, on voit que la quantité d'acides aminés incorporés dans des protéines, elle augmente. Voyez-vous bien, elle augmente jusqu'à un niveau supérieur. Ça veut dire quoi? La diminution de la quantité d'ARN messager est synchronisée avec l'augmentation de la quantité d'acides aminés incorporés. Ça veut dire qu'il permet l'incorporation des acides aminés. Pour confirmer encore, deuxième injection d'ARN messager plus acides aminés, qu'est-ce qu'on observe? Voyez-vous bien, la même chose, la quantité d'ARN messager diminue. Et parallèlement, voilà, la quantité d'acides aminés augmente. Il y a une relation entre la quantité d'ARN messager et les acides aminés. On dit après chaque injection d'ARN messager, on observe une augmentation progressive de la quantité d'acides aminés incorporés dans des protéines et une diminution progressive de la quantité d'ARN messager dans le milieu. On déduit de cette expérience que l'ARN messager intervient dans l'assemblage des acides aminés, l'incorporation des acides aminés pour former des protéines. Les protéines sont quoi? C'est une séquence d'acides aminés. Et ce qui la permet, cette synthèse, cet assemblage, ce sont les ARN messagers qui diminuent dans le milieu. C'est pour cela qu'on dit que cette expérience nous a permis de montrer que l'ARN messager intervient dans l'assemblage des acides aminés sous forme de protéines. Et voilà. Maintenant, je vais passer à une autre expérience, pour toujours dans le cadre de la relation entre l'ARN messager et la protéine. Comment une séquence au niveau de l'ARN messager, que sont des nucléotides, une succession, une suite de 4 nucléotides qui se répètent au niveau de la molécule d'ARN, qui est ACGU, et qui détermine une protéine formée par une suite des acides aminés. Notons l'expérience de Nirenberg. Dans les années 1960, on établit que c'est l'association de 3 nucléotides qui permet de coder un acide aminé. Nirenberg parvient ensuite à préparer des ARN messagers artificiels formés d'un seul type de nucléotide, soit U, soit A, soit C, soit G, en assemblant tous les éléments indispensables à la synthèse de protéines. Il obtient un polypeptide. Notez bien, il prend des acides aminés, donc il prépare des ARN messagers formés d'un seul type de nucléotide et il le met dans un milieu avec les acides aminés. Qu'est-ce qu'il obtient? Un polypeptide formé d'un seul type d'acide aminé. Peu après, Gobin, Khorana réussit à produire des ARN messagers qui présentaient une répétition de 2 à 4 nucléotides. Notez bien les résultats. À chaque fois qu'on ajoute l'ARN messager, lorsqu'on utilise poly U, on remarque qu'elle obtient un polymère de phénylalanine. Poly C, polymère de proline. Poly G, polymère de glycine.
Ça veut dire la suite de G donne glycine, la suite de C donne proline, la suite de U donne phénylalanine. Lorsqu'elle utilise des polyACAC, elle trouve des polymères de thréonine et d'histidine, ce qui nous a permis de déduire que les séquences des nucléotides déterminent des acides aminés, avec la répétition de ces expériences, on a pu arriver à déterminer le code génétique. En 1966, en testant les 64 combinaisons de 3 ribonucléotides au codon, appelé codon, Corana et son équipe ont obtenu le décryptage complet du code génétique qui est redondant. Regardons bien, 20 acides aminés dans la nature, et qu'on peut conformer combien de codons, sachant que chaque codon, il y a de 3 nucléotides, 4 puissance 3, 64 codons, résumés au niveau du tableau. Voyez-vous bien le tableau du code génétique qui résume les triplets de nucléotides. Chaque triplet, chaque 3 nucléotides détermine un acide aminé. Mais on a combien de triplets? On a 64. Combien d'acides aminés dans la nature? On a seulement 20 acides aminés. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc il faut trouver une correspondance entre les acides aminés et les nucléotides, chose qui a poussé les chercheurs à trouver la solution, c'est qu'il est redondant parmi ces caractéristiques. Parfois on trouve que plusieurs codons déterminent un même acide aminé. Par exemple, 4 ici a donné sérine. Ici, il est de UAU, UAC donne la tyrosine. Il est redondant qu'on trouve. Il est universel chez tous les êtres vivants. Notez bien, UAA, UAG, UGA, il est formé de 3 nucléotides qui sont des codons stop. L'arrivée à ce codon signifiait l'arrêt de la lecture de l'ARN messager et l'arrêt du phénomène de la traduction. Notez bien codon stop, UAA, UAG, UGA. Si vous, par exemple, trouver dans des situations, on va demander de déterminer l'acide aminé correspondant à un triplet donné. Par exemple, UAA, si je veux AUG, par exemple, AUG, je veux le correspondant de AUG. Comment je procède? AUG commence par A. Donc, je vais prendre le premier nucléotide A. Je vais prendre cette ligne. Notez bien ça. AUG, c'est à ce niveau-là. AUG, deuxième nucléotide U. Où se trouve U? Ah, voilà, c'est la première colonne. Voilà, c'est U. Donc, l'intersection, troisième, AUG, je veux G. G dans cette ligne, c'est la quatrième. Voilà, et je trouve AUG, c'est la méthionine. Donc, par exemple, AUG, je veux méthionine. De cette façon, je lis le tableau. Voilà la correspondance entre les nucléotides et les acides aminés. Maintenant, il nous reste de déterminer quel est le mécanisme de la traduction. Si on zoome au niveau du cytoplasme, voyez-vous, en utilisant le microscope électronique à transmissible avec des fausses couleurs, un grossissement de 200 000, qu'est-ce qu'on observe au niveau du cytoplasme? Voyez-vous bien ici, ce qui est rose, c'est l'ARN messager qui subit la lecture par l'intervention des éléments que vous voyez. Ce sont les ribosomes. Et notez bien le sens de la lecture de l'ARN messager. Donc la lecture, la traduction, qui est passage de l'ARN messager à la protéine, se fait en des étapes. Voilà le début jusqu'à la fin. La fin, il est marquée par l'arrivée de ces unités, ce qu'on appelle les ribosomes, au codon stop. Mais dans un premier temps, on va s'interroger quels sont les éléments nécessaires à la traduction. C'est ce qu'on va voir. Les éléments nécessaires, on a parmi ces éléments, on a dit ces organismes cellulaires, ce sont les ribosomes, formés de grosses unités et petites unités. Notez bien les dimensions, longueur environ 30 nanomètres et largeur 20 nanomètres. La traduction nécessite parmi les ribosomes, organismes cellulaires formés de protéines, d'ARN ribosomal, et de protéines et d'ARN ribosomal. Chaque ribosome est formé de 2 sous-unités, petites sous-unités, grandes sous-unités. Les ribosomes assurent la lecture des codons de l'ARN messager et l'assemblage des acides aminés. Deuxième élément, c'est l'ARN transfert. Chaque ARN transfert est spécifique d'un acide aminé. Il permet le transfert, la fixation d'un acide aminé
qui est en adéquation avec l'anticodon. Notez bien l'anticodon, c'est cet anticodon qui va être lié avec le codon au niveau de l'ARN messager. Donc, il présente un site de fixation de l'acide aminé et un site appelé anticodon. C'est un triplet de base complémentaire à un codon de l'ARN messager. Maintenant, on passe aux étapes. Quelles sont les étapes? La première étape, l'initiation, donc la liaison des grosses unités et la petite unité avec l'ARN messager au niveau de l'extrémité 5'. L'intervention d'un ARNT initiateur, le premier qui intervient portant un acide aminé qui s'appelle la méthionine. On trouve toujours cet acide aminé au début et qui va être éliminé à la fin de la traduction. Notez bien au niveau du ribosome, on n'a pas signalé ça, qu'il y a deux sites, site P, peptide, et site A, acide aminé. Une fois le ribosome passe, il y aura formation des liaisons peptidiques entre les acides aminés. Donc, le début, petite unité d'un ribosome se fixe au niveau du codon initiateur AUG de l'ARN messager et s'associe à l'ARNT portant la méthionine. Puis se fixe la grande unité. Passons, deuxième étape, l'élongation. Donc, passage des ribosomes à travers l'ARN messager et formation de ce qu'on appelle des liaisons peptidiques entre les acides aminés aboutissant à la formation de peptides. Donc, nouvel acide aminé selon le code génétique. Et troisième étape, la terminaison, l'arrivée des ribosomes au niveau de l'extrémité où il y a un codon stop, ça veut dire l'arrêt, la séparation des deux sous-unités, grande sous-unité, petite sous-unité, et élimination de la méthionine. On note comme bilan, l'expression de gènes se fait en deux étapes, transcription et traduction. Transcription qu'on a dit au niveau du noyau, et permettant par l'intervention d'une enzyme qui est l'ARN polymérase, permet l'insertion des nucléotides. Et au niveau du cytoplasme, l'ARN message subit la traduction par l'intervention des ribosomes, l'ARNT, les acides aminés et des enzymes. Il se déroule en trois étapes qu'on a signalées, l'initiation, l'élongation et la terminaison au niveau du cytoplasme. Chers élèves, jusqu'à maintenant, on arrive à terminer la partie de l'expression de l'information génétique. On se pose la question, cette expression, est-ce qu'elle est influencée? Comment se fait cette transmission, cette information d'une génération à une autre? C'est ce qu'on va voir les séances prochaines. Comment cette information génétique se transmettre d'une génération à l'autre. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.